Salam alaikum. On est à nouveau toujours dans l'unité 3, l'utilisation des substances organiques et inorganiques. Le chapitre 3, c'est les matières radioactives et l'énergie nucléaire. Tout d'abord, les paragraphes de ce chapitre. Les éléments radioactifs, c'est quoi? Et la radioactivité. Les avantages des éléments radioactifs, les dangers de la pollution nucléaire et les problématiques des déchets nucléaires et les alternatives écologiques. Comme vous savez que la radioactivité n'est pas une invention humaine, mais qui existe depuis longtemps, mais en 1896, Henri Becquerel l'avait découverte. Vous savez tous que ce monsieur-là a posé une quantité d'uranium dans un papier, c'est une plaque photographique, et il a remarqué qu'il y a une tache noire à cause de l'uranium posé sur cette plaque photographique. Donc de là, il s'est interrogé, qu'est-ce que ça veut dire ça? Donc la découverte de la radioactivité. Donc ce phénomène est naturel, a été découvert à la fin du XVIIIe siècle par le français Henri Becquerel. C'est quoi la radioactivité? On sait que dans la chimie, vous avez la structure des atomes. Chaque atome a un noyau avec des protons et des neutrons et des électrons qui tournent autour. Donc ça, vous le savez, en chimie, on ne va pas parler beaucoup sur ce domaine, mais j'insiste que si cet atome-là est instable, s'il est instable, il va produire des rayonnements, donc la radioactivité. Donc la matière devient radioactive. C'est l'émission de rayonnement à cause de l'instabilité de l'élément chimique concerné. Et on sait bien qu'en chimie, il y a ce qu'on appelle les isotopes. Ce sont des éléments chimiques de même nombre d'atomes et avec des nombres de neutrons variés. Donc on parle d'isotopes. Donc les éléments radioactifs émettent, c'est ça ce qui nous intéresse, émettent des rayonnements. En général, ils sont de trois types. Les rayons alpha, les rayons bêta et les rayons gamma. Ils sont différents par leurs caractéristiques, comme vous voyez ici. Les rayonnements alpha ne peuvent pas traverser une feuille de papier. Les rayonnements bêta peuvent traverser le papier, mais ils ne traversent pas une plaque d'aluminium. Les rayons gamma, ce sont les rayons les plus forts. Ils peuvent même traverser de l'aluminium. Dans la matière, il existe des éléments chimiques instables dont les noyaux atomiques émettent des radiations, donc sous forme de particules, soit alpha, soit bêta, soit gamma. On parle aussi de la désintégration radioactive des éléments. On parle de deux concepts. Le premier concept, c'est la décroissance radioactive. Vous savez que chaque élément radioactif peut diminuer d'énergie peu à peu. Donc ici, on obtient une famille d'éléments chimiques radioactifs. C'est la famille, par exemple, de l'uranium. On parle aussi de la demi-vie des éléments. Les éléments, en se désintégrant, c'est-à-dire en émettant de l'énergie sous forme de rayonnement, à un moment donné, il devient stable. Donc, ce moment-là, cette durée-là, c'est la durée de vie.
de l'élément chimique radioactif. La demi-vie, c'est le temps, c'est la moitié de cette durée-là. La moitié de cette durée-là. Et on utilise cette caractéristique pour plusieurs buts, hein, surtout pour la datation, la datation par exemple des éléments très anciens ou bien des datations des fossiles comme exemple. Donc, on parle de la décroissance radioactive, c'est la diminution bien la désintégration progressive d'un élément donné, et la demi-vie, c'est la demi-durée pour que l'élément devienne stable, complètement. On parle aussi de la fission nucléaire. C'est quoi la fission? Quand on a un atome, on peut bombarder le noyau et le casser, et du coup on aura des petits noyaux, hein, qui vont donner à chaque fois, à chaque fissure, ils vont donner une énergie très, très importante. C'est en quelque sorte ce qui se passe dans les réacteurs nucléaires. Donc, en bombardant des noyaux d'uranium, hein, au sein des réacteurs nucléaires, par des neutrons par exemple, on va provoquer un éclatement de ce noyau en plusieurs noyaux, et ainsi de suite. Et à chaque fois, on a émission d'une très grande quantité d'énergie qu'on peut exploiter à des fins différentes. Les sources de la radioactivité sont très diversifiées, hein, mais la majeure partie, c'est ce qu'on observe ici en vert, c'est les matériaux terrestres, c'est-à-dire les gaz qui existent dans la Terre. En partie, c'est le radon. En grande partie, c'est-à-dire la moitié de la radioactivité est naturelle. D'autres sources de rayonnement, de radioactivité, on trouve ici les sources médicales, par exemple ici, c'est très important, 12%. Les énergies nucléaires, moins de 1%. C'est 12% aussi pour les aliments et les boissons, hein, et les rayonnements cosmiques, hein, qui représentent 10%. 14% aussi pour les sols et les bâtiments. Donc ça représente, c'est un schéma qui représente les différentes sources de la radioactivité qu'on observe sur Terre, ou bien mesurée sur Terre. La radioactivité est mesurée de plusieurs unités, par plusieurs unités. L'unité la plus utilisable, c'est le Becquerel, hein. C'est la mesure de l'activité de la source radioactive, c'est-à-dire le nombre d'atomes qui, par unité de temps, se transforment en éléments radioactifs. C'est-à-dire ici, on mesure le départ, combien d'éléments radioactifs qui ont parti, c'est-à-dire les atomes qui ont participé à ce rayonnement. Le graille mesure la dose absorbée. Donc on va vers le but, ou bien vers l'objectif, c'est-à-dire l'énergie cédée à la matière par les rayonnements ionisants, lorsqu'ils les traversent. Quand on émet un rayonnement sur un objet donné, combien d'énergie il a capté de ces rayonnements. Donc on mesure cette quantité d'énergie par le grain. Et le sievert, hein, il évalue les effets des rayonnements ionisants sur la matière vivante. C'est-à-dire quand on reçoit un rayonnement donné, hein, l'impact de ces rayonnements sur la matière vivante peut s'évaluer par des degrés donnés, donc des valeurs données.
On passe aux avantages des éléments radioactifs. La radioactivité a plusieurs avantages. On peut citer la production d'énergie électrique, c'est-à-dire en fissurant les atomes ou bien les noyaux, on a libération d'une énergie. Cette énergie-là va chauffer une quantité importante d'eau. Cette quantité importante d'eau va être utilisée par des turbines pour produire de l'électricité. C'est la chaleur produite ici, ou bien l'énergie produite par la fission des noyaux qui va être utilisée pour produire de l'énergie. Donc c'est un premier avantage et en plus cette énergie est propre, elle ne pollue pas l'environnement. Le deuxième avantage, ou bien deuxième utilisation des éléments radioactifs, c'est la datation au moyen des éléments radioactifs. On sait, j'ai parlé tout à l'heure de la demi-vie des éléments. On peut utiliser ces éléments-là pour dater les éléments les plus anciens, par exemple les fossiles, les minéraux des roches, etc. On peut revenir en arrière pour savoir, par exemple, la date absolue de quelques éléments de la Terre. Troisième avantage, ou bien troisième utilisation, c'est dans le traitement des aliments. Vous voyez ici deux catégories, ou bien deux types de fraises. L'un est traité par les rayonnements, irradié, on dit qu'il est irradié. L'autre n'est pas traité par le rayonnement X. Dans le premier cas, on n'observe pas d'altération de la matière. Par contre, ici, on observe que des champignons et des micro-organismes qui prolifèrent sur le médicament. Donc ainsi, en utilisant ces rayonnements, on peut désinfecter tous les aliments qu'on peut stocker pendant quelques temps pour être utilisés. Troisième chose, c'est l'utilisation dans le domaine sanitaire, dans le domaine de la santé, surtout dans la radiologie, pour détecter des maladies, ou bien diagnostiquer des maladies, ou bien pour guérir des tumeurs, par exemple. Donc l'imagerie nucléaire donne des idées sur le fonctionnement des organes à l'intérieur de notre organisme. Donc c'est un avantage qu'on peut utiliser. Après ça, malgré tout ce qu'on a dit, ces avantages, on peut parler de quelques dangers de la pollution nucléaire. Le danger de la pollution nucléaire est issu des déchets, surtout des déchets et des accidents, les accidents nucléaires. Les déchets peuvent contaminer plusieurs milieux, comme vous voyez ici, soit contaminer l'air, ou bien les eaux, ou bien les environnements qui sont sur le sol. Donc, pollution du sol, pollution des ressources d'eau, des pollutions de l'air, tout ça va entraîner des perturbations au niveau de la biomasse qui y vit. Donc, c'est un danger qui peut être... Donc, le premier danger, c'est les déchets des réacteurs nucléaires, ou bien de l'industrie nucléaire. Deuxième chose, les accidents. On voit ici une carte qui représente l'accident de Tchernobyl en avril 1986. Tchernobyl, c'est en Ukraine. Un accident, on se souvient tous, pour ceux qui ont vécu ce drame, on se souvient tous que c'était un très très grand
une très grande catastrophe qui s'est produite. On voit ici que le 26 avril, l'accident s'est produit ici. Le 2 mai, le 2 mai, la radioactivité est arrivée jusqu'à la Grande-Bretagne, la France, l'Italie. Tous ces pays-là se sont infectés par cette radioactivité. Et il y en a des brûlures, des morts, des cancers. On observe ici dans ce tableau-là la courbe des cancers dans les côtés voisins, dans les pays voisins. Par exemple, en Ukraine, on a presque en 75, donc ici, après 10 ans, 66, 95, pardon, 86, 95, c'est à peu près 10 ans, on a plus de 150 cas de cancer dans les pays voisins, la Biélorussie et l'Ukraine. Donc, en plus de ça, il y a une contamination radioactive de plusieurs produits alimentaires qui sont rejetés et on s'est débarrassé de ces produits-là. Enfin, les dangers, parmi les dangers de la radioactivité, les cancers qu'on peut observer, et des impacts sur la fertilité de l'homme, c'est-à-dire la capacité de produire des gamètes normaux. Aussi, on peut assister on peut toucher l'ADN, donc on a des mutations. L'altération de l'ADN peut provoquer une mutation, donc des anomalies génétiques au niveau de notre organisme. Enfin, les déchets organiques posent donc un problème. On peut classer les déchets en quatre catégories. Les déchets à haute activité, ce sont les plus dangereux. Les déchets à moyenne activité, mais à vie longue, moyenne activité, vie longue. Des déchets faibles et moyenne activité, à vie courte, faible, moyenne activité, vie courte. Et des déchets qui ont une faible activité radioactive. Ces derniers-là ne sont pas en général dangereux. Les premiers-là sont les plus dangereux. Donc on a intérêt à traiter ces déchets. On a plusieurs types de traitement de ces déchets. Ça dépend de leur classification. Est-ce qu'ils sont dangereux ou pas? Donc ici, comme vous voyez, des colis de stockage de déchets radioactifs pour que la radioactivité ne se propage pas dans les milieux naturels. On a ici un schéma qui montre comment on peut se débarrasser des déchets nucléaires à haute activité. Alors, comme vous voyez ici, on a ici la surface de la Terre, dans des profondeurs de 500 mètres, on peut trouver des cellules comme ça, des puits, où on peut stocker des déchets dans des conditions très très précises. Par exemple, il faut que le sol ici, ou bien la terre, soit stable. Et pour cela, on choisit des roches argileuses, puisque les roches argileuses ne se déforment pas suite à des contraintes tectoniques. Voilà, ici, comme vous voyez, des déchets nucléaires qui sont stockés avec rigoureusement stockés. Donc ici des stocks ou des endroits de stock de ces déchets-là qui sont en général qui causent en général un problème à l'humanité
au niveau mondial. En conclusion, les matières radioactives ont des avantages. Hein? Ils nous donnent de l'énergie, production de l'électricité, carburant nucléaire, dans le domaine médical, la radiothérapie, etc. Hein? Dans le domaine industriel et scientifique, on peut les utiliser aussi, mais en même temps, on a des dangers sur l'environnement et sur la santé, hein, qu'il faut éviter. Donc, pour les éviter, il vaut mieux bien traiter ces déchets et faire en quelque sorte d'éviter tous les accidents nucléaires parce qu'ils sont en général catastrophiques. Et je vous remercie pour ce 3e chapitre.